Je vous parle de Paris alors que je pensais être à Istanbul ces jours-ci. Malheureusement, j'ai été souffrant et les médicaments que j'ai pris m'ont empoisonné, me bloquant complètement ici. Donc je vais essayer de vous faire partager ce que j'aurais voulu vous dire devant vous aujourd'hui. Le thème de ma conférence sera « Repenser le droit à la ville aujourd'hui ». Voilà 50 ans, Henri Lefebvre, né en 1901 et mort en 1991, dégageait un objet nouveau pour les sciences humaines et sociales, la ville et l'urbain. Il pensait cet objet en métaphilosophe, n'oubliant pas les enjeux politiques. Disciple de ce maître dès 1967, je m'interroge aujourd'hui sur l'actualité de cette œuvre confrontée à la question de l'État, du quotidien, du local, du global et des questions environnementales, notamment le réchauffement climatique. Je veux tout d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, Conguiste 19, organisé par la faculté des lettres de l'Université d'Istanbul, et tout particulièrement le docteur Ertan Kardes et le sociologue Mustapha Poirras pour m'avoir invité à parler ici aujourd'hui. Je vais vous parler rapidement de la ville, de sa sociologie et de mon rapport à la métaphilosophie d'Henri Lefebvre, de la métaphilosophie de l'urbain, de ce sociologue marxiste. Penser l'urbain. Il y a un peu plus de 50 ans, en mars 68, Henri Lefebvre publiait Le droit à la ville, ouvrage traduit et retraduit depuis dans le monde entier. Cet ouvrage fut le premier d'une série de livres d'Henri Lefebvre qui fondèrent un corpus théorique critique sur un objet qui n'avait jamais été dégagé par la pensée marxiste, la ville et l'urbain. En quelques années, un corpus émergea. Donc en 68, le droit à la ville. En 70, du rural à l'urbain, la révolution urbaine. En 73, la pensée marxiste et la ville. Espace et politique, second volume du droit à la ville, et en 74, la production de l'espace. C'est l'époque où je rencontrais Henri Lefebvre. Né en 1947, je fus son étudiant à Nanterre de 67 à 73. Année de ma soutenance de thèse sous sa direction. En 1971, il avait dirigé mon mémoire de maîtrise de sociologie urbaine sur les analyseurs urbains, un mémoire centré sur la ville de Reims. Dans les décades qui suivirent, je devins ami d'Henri, son biographe, son éditeur, un commentateur et prolongateur de son œuvre. À la fin des années 70, avec le sociologue René Loureau, assistant de Henri Lefebvre, nous avons pensé ensemble la question de l'État. Alors que Lefebvre publiait les 4 volumes de l'État, 1600 pages, René Loureau publiait L'État inconscient, et moi-même, je publiais Centre et périphérie en 78. Comprendre la pensée d'Henri Lefebvre nécessite en effet que l'on mette sa pensée de la ville en relation avec la critique de l'État, mais aussi avec sa pensée du quotidien. Dès 1947, il avait dégagé la vie quotidienne comme un impensé de la pensée marxiste, de la pensée philosophique, de la pensée sociologique. En 1968, Henri Lefebvre nous dit que l'urbain manifeste son énormité, déconcertante pour la réflexion, l'action et même l'imagination. Selon lui, sens
et fin de l'industrialisation, la société urbaine se forme en se cherchant et oblige à reconsidérer la philosophie, l'art et la science qui ne peuvent éviter la confrontation avec cet objet nouveau. Ce qui oblige à concevoir une stratégie de la connaissance inséparable de la stratégie politique. Selon quel axe penser cette stratégie du savoir? Henri Lefebvre répond « Vers l'entrée en pratique du droit, le droit à la ville, à la vie urbaine, condition d'un humanisme et d'une démocratie renouvelée. » Pour ma part, dans centre et périphérie, je crée les effets Lefebvre et Bassaglia. À cette époque, en effet, Franco Bassaglia, psychiatre italien, publie un ouvrage, La majorité déviante, dans lequel il montre que 65% des Américains sont déviants d'une manière ou d'une autre et que la désocialisation est une tendance croissante dans ce pays. 45 ans plus tard, la crise des subprimes n'a pas inversé cette tendance. Et Henri Lefebvre, quant à lui, montre la tendance des centres à se renforcer sans cesse, à se couper de leur périphérie. Et là encore, il est facile de montrer comment les élites qui détiennent le pouvoir politique sont trop souvent coupées de leur périphérie. Effectivement, 40 ans plus tard, peu d'élites ont retenu la leçon. On peut observer que ces effets Lefebvre et Bassaglia se sont renforcés et qu'ils ne sont plus seulement des phénomènes urbains, mais des phénomènes planétaires. Penser la ville suppose de s'inscrire dans une perspective mondiale. La dialectique centre et périphérie se vit aujourd'hui à de multiples niveaux et chaque semaine qui passe avec plus d'intensité. En France, l'émergence du mouvement des Gilets jaunes depuis novembre 2018 a obligé à une prise de conscience de la périphérisation géographique sans cesse croissante des pauvres. En dessous d'un certain seuil de revenus, les villes sont de fait interdites. Alors qu'en 2005, à Paris, les achats des ouvriers représentaient 15%, aujourd'hui ils ne sont plus que de 5%. Et la gentrification des villes rejette de plus en plus loin les populations pauvres des centres urbains. La crise des Gilets jaunes est venue d'une augmentation du prix de l'essence qui marginalise toujours davantage celles et ceux qui se logent loin des centres. Au niveau planétaire, par exemple, le fait qu'un certain nombre de dirigeants de pays importants semblent ignorer le réchauffement climatique rend vraiment problématique l'avenir du monde. Donald Trump n'y croit pas, alors même qu'une partie de la Californie brûle chaque année. Au moment où j'écris, le président Poutine bombarde la Syrie, mais laisse brûler 15 millions d'hectares en Sibérie, ce qui a d'ailleurs une conséquence immédiate sur la fonte de la calotte glaciaire, élève le niveau de la mer et réduit immédiatement la surface habitable de la Terre, ce qui pousse donc à des migrations climatiques sans cesse plus importantes de population. Sur les plans démographiques, la population du globe ne cesse d'augmenter. En Europe, les dirigeants parlent du climat, mais votent des traités de libre-échange avec les Amériques qui accélèrent un réchauffement climatique qui se ressent chaque année par des canicules plus nombreuses, plus chaudes. Le local et le mondial. S'attacher à un lieu, être de quelque part. Dans un entretien avec Henri Lefebvre, le journaliste Jacques Chancel évoque la notion de liberté. Henri Lefebvre répond « Je crois qu'il y a de nouvelles formes de liberté qui naissent. La liberté a longtemps été une définition un peu abstraite. La liberté d'opinion. Ça tend à s'épuiser, c'est un peu mort, cette liberté d'opinion. Bien sûr, elle est acquise, il faut l'enregistrer, il faut l'incarner dans les droits de l'homme.
mais il faut maintenant aller plus loin. La liberté, c'est aussi la liberté de lieu, du lieu, de donner une forme à une figure, à un lieu, de s'attacher à un lieu. Certains disent de s'enraciner, mais en fait ce n'est pas de se fixer au lieu, c'est d'avoir un point d'attache qui permette de rayonner. Je dirais assez facilement, l'occitan est mondial, sautant même allègrement par-dessus la francité, mais enfin le lieu de naissance, le lieu d'attachement, le lieu de référence est quelque chose de très important. Une forme de liberté pour Henri Lefebvre serait de pouvoir évoquer le lieu d'où l'on vient. Idée encore développée dans son manifeste différentialiste. Pour ma part, je suis né à Reims, d'une famille rémoise depuis 1871. Suis-je rémois ? Au sens juridique, non, puisque je ne réside pas dans ma ville natale et que je n'y paye pas d'impôts. Pourtant, la semaine passée, je me suis posé la question de mon rapport à cette ville. Je recevais 2 doctorantes à Sainte-Gemme, un petit village de Champagne de 138 habitants, où dans les années 1990, j'ai rénové une ferme de 1789, pour y installer les archives du mouvement de l'analyse institutionnelle. À cette époque, durant 4 ans, je fus professeur à l'université de Reims. Le courant intellectuel de l'analyse institutionnelle, fort vivant, dont s'est réclamé Henri Lefebvre, est né sur le terrain de la psychiatrie dans les années 1930. Il s'est développé ensuite sur le terrain de la pédagogie institutionnelle, de l'autogestion pédagogique, avant de s'épanouir comme courant de la sociologie d'intervention. Après François Tosquoyes, Jean Houry, Georges Lapassade, Michel Lobreau, Félix Guattari, René Loureau, je suis devenu l'un des animateurs, l'un des principaux auteurs de ce mouvement. Et puisqu'il n'y avait pas de lieu pour accueillir nos archives, j'ai conçu ce lieu de l'université de Sainte-Gemme, loin des centres urbains. J'y réside et j'y accueille en résidence pour y terminer leur thèse des doctorants du monde entier travaillant sur notre mouvement. Ils peuvent disposer d'une bibliothèque de 12 000 volumes spécialisés dans les sources de notre paradigme. La semaine dernière, donc, ces 2 doctorantes, Katia Mendès de Montpellier et Anna Royon de Berlin, m'avouaient ne pas connaître Reims, situé à 30 km de Sainte-Gemme. J'improvisai alors une visite pour évoquer un peu plus de 2000 ans d'histoire. Reims est effectivement, depuis l'époque romaine, une des cités les plus anciennes de France. Pour y avoir vécu, y avoir travaillé dans certaines communautés de référence, entreprises, écoles, universités, clubs sportifs, groupes de danse, à des moments différents de ma vie, pour avoir exploré la biographie des miens qui furent fortement impliqués dans l'histoire locale, je dispose d'un certain héritage de connaissances liées à ce lieu. Ainsi, j'ai publié les mémoires de mon arrière-grand-père sur la guerre de 1870 à Reims. Le journal de mon grand-père, 600 pages, sur la vie quotidienne à Reims sous les bombardements entre 1914 et 1919. Aujourd'hui, je publie les 12 volumes du journal de ma mère qui vécut 40 ans dans le quartier populaire de la cité du Chemin Vert et qui passa son temps à militer dans 15 ou 20 associations. Cet hiver, je vais travailler sur les correspondances de mon oncle Lucien, qui fut une personnalité locale et qui a d'ailleurs une rue de la ville à son nom. Avec Anna et Katia, nous marchions dans les rues calmement. Je découvrais que j'avais beaucoup à raconter. J'expliquais le rapport intime que j'avais à tel quartier, à telle rue, à telle place, à telle maison, à telle église ou sacristie, à tel monument, à tel stade, à telle peinture de Maurice Denis, à telle cloche d'un carillon. Toutes ces choses émergeaient d'une mémoire quelque peu ensevelie. Elles m'avaient pourtant constitué dans ma singularité de citoyen du monde. Car évidemment, comme le laisse entendre Henri Lefebvre dans son entretien avec Jacques Chancel, cet ancrage local n'exclut pas une implication dans le mondial. Comme Henri Lefebvre, j'ai beaucoup voyagé, sur 4 continents.
Si je me sens de Reims, je suis aussi parisien, cottbusien. Je parle allemand et j'ai enseigné à l'université de Cottbus. J'ai une partie de moi-même en Italie, une autre dans l'océan Indien. Je me sens citoyen d'honneur de la ville de Buenos Aires pour les 10 livres que j'ai publiés sur le tango. D'ailleurs, à Istanbul, c'est mon Que sais-je sur le tango qui a été traduit en turc. Le fait d'être traduit dans une vingtaine de pays m'a ouvert des portes, constitué une carte de relations, créé des inimitiés ou des amitiés solides. Je ne suis pas inconnu dans les pays de l'ancienne URSS où l'un de mes livres, traduit en russe mais aussi en kazakh, s'est vendu dans ces pays à plus d'1 million d'exemplaires. Si pour diminuer mon empreinte carbone, je ne fais plus qu'un voyage à l'étranger par an, cette année à Istanbul, j'aurais bien voulu à Istanbul, je crois que chez moi, je puis accueillir des chercheurs du monde entier. Une dialectique entre centre et périphérie se joue constamment. Elle est constamment renouvelée, elle mobilise la biographie de chacun et le développement urbain. En conclusion provisoire, je dirais que le vertige du citoyen évoqué en 1968 par Henri Lefebvre dans Le droit à la ville, face à la croissance de la société urbaine, ne peut que s'accentuer. Comment intervenir? Comment être sujet, citoyen dans des rapports de force mondiaux? C'est le Brexit qui fait aujourd'hui monter le prix de l'immobilier parisien et des communes avoisinantes. Une conscience politique collective capable de changer les choses est-elle encore possible? Peut-on vivre dans le local, mais avoir une conscience globale? Comment penser aujourd'hui la tension entre centre et périphérie et intervenir sur les tendances autodestructrices de beaucoup de dirigeants de la planète? Autant de questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui, mais qui peuvent susciter quelques remarques de mes auditeurs et me conduisent de toute manière à relire les œuvres d'Henri Lefebvre. Merci de votre attention. Voilà, j'ai fait mon exposé. Si j'étais à Istanbul, j'aurais donné la parole à la salle pour que vous me posiez des questions éventuelles pour aller plus loin dans la réflexion qui est la mienne aujourd'hui. J'ai pensé donner la parole à quelqu'un qui a participé à ce travail et qui voudrait voir expliciter quelques points de mon exposé. Oui, la notion de métaphilosophie est une notion que j'ai évoquée, mais sans la définir et sans l'expliciter. Donc, j'ai montré que le corpus sur la ville était entre 67 et 74. 10 ans plus tôt, Lefebvre a publié un livre qui s'appelle Métaphilosophie, dans lequel il essaye de voir les limites de la philosophie et des disciplines des sciences humaines en général ou d'autres disciplines qui n'ont sur le monde qu'une vision particulière. Par exemple, la philosophie, pour Lefebvre, depuis Aristote, depuis Platon, est toujours l'effort pour construire un système. Or, construire un système, c'est rejeter à sa périphérie des résidus, et ces résidus, selon Lefebvre, deviennent des irréductibles. Par exemple, le philosophe construit des très beaux systèmes, mais il oublie finalement de nous dire comment il vit, comment il boit, comment il fait l'amour, quel est son quotidien, etc. Est-ce que vous avez imaginé Heidegger parlant de la vie quotidienne? Donc Lefebvre découvre, en 1947, que la vie quotidienne et sa critique est complètement absent de la philosophie. Donc, il s'aperçoit, en étudiant les disciplines une à une, l'histoire, l'anthropologie, la géographie, la psychologie, etc., que chaque discipline travaille
des concepts, travaille des objets, mais en mettant de côté des résidus, en oubliant certains points. Et Lefebvre s'est dit, il faut essayer de concevoir une science qui permette de tenir compte de ces résidus laissés sur le chemin par les différentes sciences et en faire des irréductibles. Il a voulu fédérer des irréductibles, c'est-à-dire toutes ces personnes, par exemple, qui sont rejetées du système économique, qui sont rejetées du système politique, etc. Donc, les résidus, ça peut être des personnes, des groupes sociaux, mais ça peut être aussi des problèmes humains, des théories, des concepts. Bon, voilà en gros ce qu'est la métaphilosophie, un effort pour avoir une vue méta, c'est-à-dire au-dessus de la particularité des différentes disciplines. J'ai insisté dans la dialectique centre-périphérie entre la ville et la campagne. C'est pour simplifier un peu les choses, mais c'est vrai que dans son livre de 47 sur la critique de la vie quotidienne, Henri Lefebvre montre qu'à la campagne, les gens sont, par exemple, du Moyen-Âge à nos jours encore, sont souvent, les paysans, réduits à deux moments. Le moment du travail, ils sont liés à une terre, à un troupeau, ils sont contraints d'être là en permanence pour s'occuper de la gestion de la nature, des saisons, etc. Et en même temps, ils ont besoin de se défouler et donc ils organisent des fêtes. Donc en fait, à la campagne, excepté finalement peut-être les monastères, qui sont des lieux qui vont développer une vie collective, la vie est, que ce soit l'esclavage, le servage ou même le salariat d'aujourd'hui, les gens sont pris dans une aliénation locale qui les empêche de développer leur possible. Alors qu'à la ville, l'homme dispose, de par la concentration du capital accumulé, par exemple, si vous imaginez les sommes accumulées sur 1 km² à Paris par opposition à 1 km² dans la campagne africaine, par exemple, vous voyez que la densité d'hôpitaux, de magasins, d'entreprises, d'écoles permet une vie complètement différente qui autorise le citoyen à rentrer dans des dimensions de sa personnalité qu'il ne pourrait pas développer à la campagne. Par exemple, une des choses que j'ai beaucoup étudiées, c'est la danse sociale. Mais par exemple, la danse à la campagne et la danse à la ville ne sont pas du tout les mêmes. Les danses urbaines permettent, par la concentration des gens, les populations, etc., de développer des moyens, des salles, et de développer finalement une possibilité de grandir dans la technique que l'on veut travailler. Je parle de danse, mais qui veut faire de la peinture, dispose de musées, par exemple, dans la ville, dispose de communautés de référence, d'ateliers, de gens qu'on peut rencontrer qui pratiquent le même métier que nous. Il y a des quartiers entiers dans les villes d'artisanat, de menuiserie, etc. Et donc la proximité de plusieurs artisans faisant le même métier élève le niveau et la capacité de se réaliser. Donc il est certain que cette dialectique centre-péri entre ville et campagne a été constitutive finalement
par l'investissement économique que représentait le développement urbain, de créer des possibles, le cinéma par exemple, la production artistique n'est davantage concevable à l'édition par exemple, se sont faites dans les centres urbains. Voilà ce que je veux dire. Mais évidemment, à l'intérieur même de la ville, il y a des dialectiques centre et périphérie, il y a des quartiers plus riches que d'autres. Les ouvriers ont été très vite renvoyés à la banlieue, aujourd'hui même au suburbain. Et donc, quand on va par exemple du centre de Paris à l'aéroport de Beauvais, par exemple, le matin à 6 heures, on voit tous ces gens qui arrivent avec leur voiture pour venir travailler au centre urbain. C'est effarant quoi, de voir ces migrations quoi, entre centre et périphérie à l'intérieur même du tissu urbain. Voilà ce que je voulais dire. La ville est quand même par l'investissement financier, par l'investissement de la puissance politique, a toujours été le pouvoir des gens de pouvoir. Par exemple, les classes politiques dominantes, mais aussi les dictateurs, par exemple, qui ont construit chaque président de la République en France a voulu construire un hôpital, une cathédrale, Beaubourg, le Louvre, etc. Chacun veut laisser une trace. Et donc, dans les sociétés, depuis le Moyen-Âge, le développement urbain est un enjeu entre plusieurs groupes. Par exemple, pas seulement des groupes sociaux, les riches et les pauvres, mais aussi entre les catégories, par exemple les artisans, les industriels, les architectes, les ingénieurs, les citoyens, les politiques, etc. Et donc, développer un quartier, par exemple, dans une ville, la restructuration urbaine, qui est finalement un phénomène bien décrit par Lefebvre dans ses différents ouvrages, depuis l'époque des pharaons, est un enjeu de confrontation multiple. Jusqu'à Henri Lefebvre, la dialectique se pensait en deux termes. Hegel disait qu'il y avait thèse et antithèse. Et il proposait la synthèse, c'est-à-dire une élévation finalement de la contradiction quelque part ailleurs. Mais quand la contradiction n'est pas entre deux termes, A et non A, mais la contradiction est entre 15 ou 20 groupes de pression ayant des stratégies différentes, comment gérer la contradiction et comment construire finalement le développement urbain? C'est une question que j'ai trouvée du rural à l'urbain, mais aussi dans plusieurs autres livres chez Lefebvre. Il propose la notion de transduction. Hegel, l'élévation, c'était Aufhebung, élévation. Chez Lefebvre, c'est la transduction. C'est-à-dire que, à un moment donné, les contradictions sont telles que quelqu'un arrive à promouvoir un concept, un projet qui fédère finalement la plupart des protagonistes et qui débouche sur la production de l'espace. Par exemple, en ce moment, à Paris, la question c'est la circulation. Il y a des confrontations entre les socialistes, les écologistes, etc. Bon. Et ces contradictions ne se résolvent pas en un an, en 10 ans. C'est des conflits qui se maturent aussi par
par les éléments du contexte, comme par exemple le réchauffement climatique, la pollution urbaine, etc., etc. Donc à un moment donné, on trouve une solution pour déplacer les contradictions, et cette notion de transduction est vraiment extraordinaire chez Henri Lefebvre. Lefebvre est mort en 1991, et donc ça fait maintenant presque 30 ans. Et moi, j'ai développé mon œuvre dans la prolongation de son travail. J'ai parlé de la théorie des moments, c'est-à-dire de la possibilité, dans le cadre urbain, de développer nos possibles, les possibles du citoyen. À l'époque de Marx, celui-ci avait imaginé la société communiste comme une société où justement on pourrait développer ces possibles. Au XIXe siècle, les gens qui travaillaient 60 heures en usine, par exemple, n'avaient aucune possibilité de développer leurs possibles. Donc, Marx a imaginé une société qui créerait les conditions pour que chacun ait assez pour vivre, pour pouvoir se réaliser dans toutes ses dimensions. Donc, c'est ce que Marx a appelé l'homme total. Quelle éducation pour l'homme total? Bon, c'était un sujet qui m'a intéressé. Donc l'homme total est une utopie, mais l'homme total, c'est quelqu'un qui est capable de développer ses capacités intellectuelles, ses capacités manuelles et ses capacités artistiques. Donc moi, en tant que prof de sciences de l'éducation, j'ai essayé d'imaginer une formation du citoyen, dans le cadre urbain évidemment, qui permettent de penser le possible. Longtemps, l'école décourageait plutôt les élèves de faire des études. On ne cherchait que prendre les meilleurs pour former des élites. Aujourd'hui, avec l'espérance de vie qui continue à se développer, s'éduquer, se former, développer ses possibles, devient quelque chose d'important, non seulement pour l'économie, mais pour la vie sociale tout court, puisque nous sommes amenés à passer de plus en plus de temps à travailler nos possibles. Donc Henri Lefebvre a réfléchi, si vous voulez, à la... Donc, est-ce que l'homme total est possible aujourd'hui? En dehors de quelques privilégiés, non, c'est pas possible. On est obligé de passer 40 heures par semaine à travailler, etc. Donc on est quand même aliéné. Mais ce qui caractérise la pensée d'Henri Lefebvre, c'est son romantisme révolutionnaire. Le romantisme révolutionnaire de Lefebvre, les romantiques s'intéressaient à un retour au passé, à l'âge d'or. C'était mieux avant, etc. Et Lefebvre, lui, essaye d'imaginer un romantisme allant vers le futur. Imaginez des situations sociales qui ne sont pas encore généralisables, mais qu'on peut expérimenter, de vie en communauté, de vie associative. Donc il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, de mouvements qui nous donnent des idées sur ce que pourrait être une vie sociale meilleure, plus humaine, etc. Et c'est cette espèce d'éducation au possible, c'est-à-dire de dire il faut qu'on aide nos enfants non pas à réduire leurs possibilités, mais au contraire à croire qu'ils peuvent être à la fois des jardiniers, des musiciens, des producteurs. On a plusieurs dimensions, on doit pouvoir les développer. C'est un petit peu le sens, si vous voulez, de ma manière de répondre, de dire pensons l'éducation comme une formation à l'audace, une formation dans une confiance
dans chaque personne vivant sur la planète aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup.